Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alte Keller Sarreguemines. Bonjour à tous, nous voici de nouveau autour de la table Polygone. Cette fois-ci, on a décidé de se pencher sur un sujet qui vous touche tous, les déserts médicaux. Alors, quel constat peut-on faire sur notre territoire? Quelles solutions sont déjà appliquées ou alors envisagées? Il sera notamment question de maisons de santé et de télémédecine. Et on va en débattre avec nos invités du jour. Anne Becker, médecin généraliste à Rohrbach-Lebitch et élue à l'URPS Grand Est. Bonjour. Bonjour. Jérôme Boutet, chef de projet télémédecine au sein de la plateforme régionale Pulsi. Bonjour à vous également. Jacqueline Glade, vice-présidente en charge de la santé à la communauté de communes du Pays de Bitche. Bonjour. Bonjour. Et Marc Zingraf, maire de Sarreguemines. Bonjour. Alors on va tout de suite démarrer dans le fort du sujet avec des chiffres. En France, entre 7 et 9 millions de personnes n'ont pas de médecin généraliste et ça se confirme aussi pour notre arrondissement. D'après la DRES, donc c'est un organisme de statistiques, en 2020, 10 communes sont comptabilisées comme désert médical, surtout dans le Pays de Bitche, voire même exclusivement. Cela signifie qu'il n'y a pas de médecin dans la commune, pas de pharmacie et que la commune est située à plus de 20 minutes d'un établissement de santé de type hôpital. 17 communes ont 2 difficultés d'accès et 20 rencontrent une seule difficulté d'accès. Anne Becker, je commence par vous. En tant que praticienne, quel est votre sentiment face à ces chiffres ? On voit que en fait, depuis quelques années, on a de moins en moins de médecins dans la région, mais ce n'est pas un problème purement de notre région, c'est un problème vraiment du pays tout entier. Et la démographie médicale est en baisse, puisque vous savez qu'en 1971 a été mis en place le numerus clausus, qui était fait au départ pour limiter le nombre de médecins. Et en fait, ce numerus clausus n'a cessé de baisser jusqu'en 1993. Et donc maintenant on se retrouve avec toute une partie de la génération de médecins qui va manquer puisqu'ils sont partis, ils vont partir, ils arrivent à l'âge de 65 ans maintenant, la majorité des médecins de la région, et du coup on se retrouve vraiment en manque cruel de médecins puisque face à ces départs il n'y a pas assez d'arrivées. Donc juste pour les téléspectateurs, numerus clausus, pour simplifier, c'est les quotas dans les écoles de médecine, c'est ça? En fait, il y a eu un quota qui a été mis en place dans les facultés de médecine qui concerne en fait les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes. Et jusqu'à 2021, ce numerus clausus était en place. Il a été remplacé par un autre système qui a permis maintenant de commencer à former plus de personnel de santé. Mais ça va prendre du temps avant qu'ils sortent d'école, de toute façon. C'est ça, parce qu'il faut minimum 5 ans maintenant déjà pour certaines professions, et les médecins, c'est minimum 8 ans. Donc de toute façon, après, quand on a un cabinet libéral, c'est difficile de retrouver un repreneur dans cette situation-là. Ces chiffres vous étonnent, vous, Jacqueline Glade? Vous travaillez autour de ces chiffres aussi? Oui, nous travaillons autour des chiffres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas uniquement le fait d'avoir moins de médecins, c'est surtout l'attractivité du territoire en tant que tel qui interpelle et sur lequel il faut vraiment travailler pour permettre à ces médecins de venir, parce qu'il y a quand même des lieux où il y a une densité de médecins plutôt importante et donc c'est plus lié à ce phénomène d'attractivité du territoire, d'accueil qu'on peut proposer et d'animation dans nos secteurs. Alors, on en a déjà parlé, mais autre constat, 30% de départs à la retraite doivent avoir lieu entre 2018 et 2022 chez nous, dans la région Grand Est. Il y a donc une difficulté à retrouver des repreneurs pour les cabinets en libéral. Toujours d'après les données de la DRES, en 2020, la disparité est quand même moins forte sur l'autre partie de notre arrondissement, donc Sarreguemines et alentours. D'ailleurs, Sarreguemines n'est pas considéré comme désert médical. Marc Zingraf, quel est l'état des lieux qu'on peut faire et est-ce que c'est une vraie question de société même dans une commune non désertique? Oui, alors, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une question nationale déjà, une question sociétale aussi. Il y a beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de notions nouvelles sur ce sujet. En tant que maire, mais je pense que ma collègue de la communauté de communes me dira la même chose, il y a quelques années, les élus ne s'occupaient pas directement des questions de santé. Nous ne sommes d'ailleurs pas compétents en termes, dans le sens juridique de l'expression, pour traiter des questions de santé. C'est l'ARS, le conseil scientifique, le ministère, mais pas forcément
forcément les élus. Nous, les élus de proximité, on est rentrés en légitimité dans la question devant l'inquiétude de la population qui se dit que finalement on est tous égaux devant la République, qui nous dit qu'on mérite tous le même accès aux soins. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes sollicités pour faire respecter cette attente, à mon avis, légitime. Et puis, cette attente s'est encore développée avec l'arrivée du Covid. Le phénomène santé a été ressenti d'une manière beaucoup plus vive à partir de ce moment-là, ce qui fait d'ailleurs que dans les campagnes municipales, dans les campagnes régionales, eh bien, le sujet santé s'est invité et je crois qu'on n'est pas prêt de l'avoir évacué puisque toutes les collectivités aujourd'hui se préoccupent de la question de la santé. Et alors à Sarreguemines, effectivement, on a encore 25 généralistes à peu près, pas mal de spécialistes, à peu près le double, mais avec une géométrie variable, avec des départs à la retraite prévus aussi. Et évidemment, il faut préparer ce sujet-là, parce que comme ça a été dit, il faudra un certain nombre d'années pour qu'on ait un roulement satisfaisant, voilà. Et notamment du côté de certaines spécialités pour lesquelles les villes centre-bourg ou centres de communautés d'agglomération, traditionnellement occupaient l'espace. Ainsi, par exemple, pour un dermato, eh bien maintenant, il faudra aller à Strasbourg, à Nancy ou ailleurs. Oui, ça va poser un problème. Alors vous avez évoqué la situation sanitaire qui a mis en avant aussi tout ce qui était téléconsultation. Je me tourne vers vous, Jérôme Boutet. C'est en partant de tous ces constats que la région Grand Est a aussi développé la plateforme Pulsi qui doit déployer la télémédecine chez nous ? Alors, la plateforme Pulsi, c'est un groupement d'appui à tous les projets de e-santé. C'est un groupement d'intérêt public, à but non lucratif, qui est associé à l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie, et puis les différentes collectivités, les centres hospitaliers. Et c'est une plateforme qui existe depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années sur les anciennes régions, et puis c'est regroupé. Et évidemment, nous, ce qu'on a constaté, c'est que la télémédecine, elle n'a pas attendu cette crise Covid, mais elle a explosé effectivement avec l'arrivée de la Covid, puisque en France, on avait à peu près 40 000 téléconsultations tous les mois avant le premier confinement, et au mois d'avril 2020, on est passé à 4 millions de téléconsultations par mois. Donc une véritable explosion de force, on va dire, mais finalement, on se rend compte que ça commence à s'inscrire finalement dans les pratiques des praticiens. Alors c'est peut-être un des seuls effets bénéfiques qu'on va pouvoir retirer de cette crise sanitaire, mais si on veut le faire durer dans la pérennité et puis réorganiser les soins, il y a quand même beaucoup de travail d'accompagnement, de formation également, et puis de sensibilisation des médecins et de l'organisation surtout. Et pour qu'ils puissent travailler ensemble aussi, on l'imagine. Donc on a déjà dressé un bon état des lieux, mais alors finalement, où vont ces patients qui n'ont plus de médecin traitant ? Généralement aux urgences, voilà, c'est là où on va généralement, pour tout de même se faire soigner et ne pas avoir de rupture de soins. On fait le point dans ce reportage. C'est-à-dire que le médecin traitant de mon mari, il arrête à la fin du mois de décembre. Donc là aussi, on se retrouvera dans une situation où on ne saura pas où aller, quoi. Cette patiente de Beach, interrogée il y a quelques mois aux urgences de Sarreguemines, est loin d'être la seule à subir les déserts médicaux. Dans la salle d'attente, plusieurs personnes sont dans le même cas. Car Sarreguemines et ses communes avoisinantes peinent à trouver des nouveaux médecins généralistes. Depuis fin 2020, environ 6 professionnels ont pris leur retraite sans trouver de repreneur. L'affluence à l'hôpital est donc plus haute. Oui, effectivement, donc comme nous en faisons le relais depuis des années maintenant, les faibles effectifs d'étudiants en médecine formés dans les facultés, s'ajoutant effectivement aux restructurations hospitalières et à la loi HPST qui a réduit l'offre de soins sur le territoire et l'accès aux soins des concitoyens, effectivement, nous pouvons constater aux urgences un afflux beaucoup plus important de patients qui relèvent de la médecine générale. Une problématique prise à bras-le-corps par les professionnels de santé et la municipalité. Mais la patientèle, de son côté, peut difficilement attendre pour être soignée pour les maux du quotidien. Malgré la forte affluence et le manque de moyens à disposition, le service des urgences continue son rôle de service public pour un accès équitable aux soins. Nous accueillons tout patient à toute heure et c'est le rôle des urgences. Et le message que je souhaite faire vraiment passer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas renoncer aux soins. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même s'il y a des temps d'attente qui sont importants, si effectivement il y a encore au moins ce relais des urgences, il faut vraiment pouvoir y penser et ne pas hésiter à venir consulter. C'est très important.
Alors, rapide tour de table. Moi, j'aimerais connaître, eh bien, dans l'idéal, pour vous, ça serait quoi la solution phare pour contrer les déserts médicaux? On peut peut-être commencer par vous, Madame Glad. Oui, je pense que l'ARS pourrait s'emparer des médecins qui partent à la retraite et pourquoi pas proposer du salariat à ces médecins, de continuer sur des journées ou des demi-journées à intervenir peut-être sur un lieu d'un hôpital ou dans une maison où ces professionnels pourraient se regrouper. Parce que c'est très cher en fait d'être libéral, ils ont beaucoup de caisses à payer, ça leur permettrait de se décharger, peut-être quand même encore de continuer un peu. Marc Zingraf, est-ce que vous avez une solution peut-être idéale? Je ne crois pas qu'il y en ait une, à mon avis, il y en a un certain nombre. Il y a celle qui relève de l'État. On l'a dit tout à l'heure, on parlait du numerus clausus et de son évolution, et des choses qui évolueront certainement encore à ce niveau-là, et ça c'est du domaine de l'État. Et puis à l'autre bout de la chaîne, les collectivités, c'est très important qu'elles puissent s'investir dans la question et qu'on ait un vrai dialogue avec l'ARS qui tienne compte de notre réalité du terrain. Puisque nous, les élus, on a été l'interlocuteur du préfet de l'ARS au moment de la pandémie, il est important qu'on soit aussi leur interlocuteur pour préparer les moments où on n'a pas ce type de problème, pour que le dialogue se mette en place et qu'on ait un résultat à l'arrivée. Anne Becker, de votre côté? Moi, je pense que la première chose qu'il faudrait vraiment faire, parce qu'en dehors du numerus clausus dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un deuxième problème, c'est que les médecins n'ont plus envie de s'installer. Ils ne veulent plus s'installer, nos remplaçants ne veulent plus s'installer. Et la première chose qui, je pense, motiverait à nouveau les gens à venir, que ce soit en ville ou en campagne, c'est de revaloriser l'acte. Parce que le prix de l'acte n'a pas évolué depuis de nombreuses années. Le prix de la consultation en France à 25 €, il faut savoir que c'est un des plus faibles d'Europe, en sachant que la moyenne en Europe est entre 50 et 70 € la consultation. Nous, on est bloqué à 25. Les gens, pour 25 € ne veulent plus s'installer. Donc là, je pense, effectivement, c'est, comme disait Monsieur le maire, un effort au niveau de l'État, puisque les tarifs ne sont pas définis par le médecin, nos tarifs qui sont définis par la sécurité sociale. Et tant que les pouvoirs publics n'auront pas compris qu'il faut payer le médecin à sa juste valeur, on sera bloqué, je pense. De votre côté, Jérôme Boutet? C'est vrai qu'il faut pouvoir renforcer l'attractivité des territoires, et je pense qu'il y a des mises en place d'organisations, par exemple de territoires, qui permettent aux médecins qui souhaitent s'installer dans des territoires désertés de se dire vous ne serez pas seul, parce que c'est un petit peu la difficulté. Il y a, je pense, un sens du devoir et de pouvoir servir la santé publique, mais si on se retrouve tout seul, finalement, le médecin va se retrouver en grande difficulté. Donc ces organisations, de savoir qu'on va pouvoir compter sur un établissement de proximité, qu'on va pouvoir compter sur d'autres professionnels de santé pour pouvoir avoir cette organisation et savoir comment on peut venir en aide, je pense que ça peut être aussi une manière de pouvoir améliorer les choses, et bien évidemment plus de professionnels de santé, ça c'est des choses à long terme. Merci beaucoup déjà pour ce premier tour de table. Alors, il y a des choses qu'on va évoquer dans le reste de cette émission, mais déjà l'une des solutions qui est, on va dire, la plus présente sur notre arrondissement, c'est bien la construction de maisons de santé pluridisciplinaires ou alors de cabinets médicaux. Certaines sont en projet, comme par exemple à Putelange-au-Lac, Vousvillers, Schorbach ou encore Roulin. D'autres sont déjà bien installées. La maison de santé pluridisciplinaire, selon vous, est-ce que c'est une solution envisageable, ou en tout cas qu'il faut continuer d'instaurer sur notre territoire? Madame Glad, peut-être? Je pense que les maisons de santé, en fait, devraient être initiées par les projets de santé qui sont dépendants des médecins. Nous pouvons construire de l'immobilier, mais sans médecin, il ne sert à rien d'avoir des maisons de santé. Et justement, vous référez à Goetzenbrück, ils étaient 2 médecins pour le projet de santé. Quelqu'un s'est retiré, il se retrouve 1. Et en fait, ils ne bénéficient pas de tous les avantages dont ils pourraient bénéficier. Et l'absence de coordination se fait quand même ressentir chez eux. Donc voilà, je pense qu'il faut au départ, certes, on peut avoir de l'immobilier à disposition, mais c'est un projet qui appartient aux médecins et aux professionnels de santé ensemble. Marc Zingraf, à Sarreguemines, il y a eu un investissement privé qui a été fait, la maison de santé Excelsior. Oui, il y en a un certain nombre. Cette maison-là, rue Poincaré par exemple, mais sur d'autres projets également. Il y a les projets privés, il y a les projets où les collectivités interviennent avec des aides diverses qui ne sont pas forcément matérielles, mais en termes de facilitation pour l'installation. Voilà, il y en a un certain nombre sur le territoire. Mais je pense qu'on a à veiller à une forme de coordination de toutes ces aides. Il faut qu'on
qu'on ait un vrai travail de réflexion sur la répartition de ce qui peut être pertinent sur le territoire, non pas en imposant, mais en ayant un véritable dialogue ouvert pour aménager. On parlait d'aménagement du territoire sur le plan national ou régional, mais même sur le plan local, ça mérite d'être discuté en relation avec le tissu hospitalier, avec ce qui existe, avec les manques qui sont diagnostiqués, de manière à ce que les projets ne soient pas en concurrence, les uns avec les autres, c'est important aussi, mais pour qu'on ait un vrai service rendu équitablement sur le territoire. Donc ça suppose que, encore une fois, l'ARS travaille, à mon sens, avec les acteurs de terrain, que nous sommes tous, qu'on soit collectivité, qu'on soit déjà médecin installé, dans une sorte de dialogue qui reste à mettre en place sur le terrain et qui a quelquefois manqué au moment de la pandémie, de manière à pouvoir diagnostiquer vraiment une situation. Et là, je plaiderais un petit peu pour la même mesure. Alors Anne Becker, est-ce que ça prouve que les jeunes médecins ont plus de mal à se mettre aussi en cabinet libéral, à exercer la médecine seule? Est-ce que vous croyez en ces structures-là? La tendance, effectivement, pour mes nouveaux collègues, en fait, c'est de ne plus faire de l'exercice isolé. C'est d'ailleurs ce que souhaite le gouvernement avec le plan Ma Santé 2022. Après, je pense que ça peut être pour certains effectivement une solution bénéfique de se retrouver avec d'autres professionnels de santé, de pouvoir avoir son infirmière, avoir le kiné, avoir d'autres spécialistes si on a besoin d'un avis tout de suite, pouvoir traverser le couloir pour aller poser une question plutôt que d'attendre pendant des heures au téléphone du CHU. Mais encore une fois, le souci c'est trouver le médecin qui va venir s'installer, parce que c'est vrai que c'est une solution, mais si on n'a pas le médecin... Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut motiver nos jeunes à venir s'installer? Madame Glad parlait tout à l'heure d'aménagement du territoire. Je pense qu'effectivement, pour le Pays de Beach, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce qu'on n'a plus de train, par exemple. Donc, on n'a plus de communication avec Strasbourg, ce qu'on avait avant. Donc, avant, on avait encore des internes qui pouvaient venir éventuellement de Strasbourg, quand on faisait partie de la faculté de médecine de Strasbourg. Mais tout ça, c'est des choses qui font peut-être que les jeunes ne connaissent pas, n'ont pas envie, les remplaçants n'ont pas envie de se déplacer aussi loin. C'est vrai que moi, mais même à Sarreguemines, j'ai des collègues qui ont du mal parce qu'ils ne veulent pas se déplacer dans les régions vraiment isolées ou loin des pôles urbains. Et c'est vrai que l'aménagement du territoire, c'est déjà une des premières choses à faire. Et la maison de santé, oui, après, peut-être, du coup, elle sera remplie. Vous m'offrez une transition parfaite pour le prochain reportage. Je vous propose de faire le point sur la maison de santé de Götzenbrück qui existe depuis 2015. Elle rassemble plusieurs spécialités, dont la médecine générale. Avec l'affluence des patients, un second généraliste serait nécessaire, mais il manque toujours à l'appel. Reportage. La maison de santé Les Verriers à Götzenbrück s'est remplie petit à petit depuis son inauguration en 2015. Aujourd'hui, elle compte plusieurs spécialités, comme des kinésithérapeutes, un ostéopathe, arrivé en 2019, un dentiste ou encore des cabinets d'infirmiers. C'est un atout pour les habitants du secteur. C'est déjà très bien, puisqu'il y a la proximité. Et dans le monde rural, en ce moment, c'est vrai que le côté médical est assez difficile à trouver. Et moi, je trouve que c'est hyper bien de mettre à disposition des bâtiments pour les professionnels de la santé. Le plus recherché ici, c'est la médecine générale. Un seul médecin travaille dans la structure. Le docteur Jesper, qui consultait à Götzenbrück, a été sollicité pour s'y installer. Il y est depuis sa création. Proche de la retraite, il sera remplacé par le docteur Rougeau. Au moins, on sait où aller quand il y a un souci. Donc on est content d'avoir encore un médecin sur place. La maison de santé, pilotée par les communes de Lemberg, Saint-Louis-les-Bitches et Götzenbrück, a pour but, à son échelle, de gommer l'augmentation des déserts médicaux. Au vu du nombre de patients pour la médecine générale, elle recherche activement un second praticien. Un local vide est déjà prévu pour l'accueillir. En espérant qu'il y aura quand même un déclenchement qui va se faire, peut-être du côté de l'ARS, pour qu'ils essayent de motiver un petit peu les jeunes à venir quand même à la campagne. Un psychologue serait intéressé de rejoindre l'équipe. Mais en presque 7 ans d'existence, la maison de santé n'a toujours pas réussi à trouver un nouveau généraliste, malgré les multiples campagnes de communication.
Bon, quand on voit ces locaux tout neufs, tout beaux, tout propres, on demande à ce que ça soit rempli. C'est dommage finalement de se dire qu'il y a encore ce manque-là. Donc on l'a déjà expliqué un petit peu les raisons. Mais ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que généralement ces structures, elles permettent aussi d'accueillir des internes. C'est le cas à Houndelin. C'est comme ça qu'ils peuvent réussir à trouver parfois la relève. C'est ce qui manque aussi. Jacques Linglade, sur le Pays de Bitche, est-ce qu'il y a des futurs projets de maisons de santé ? Alors au niveau de la communauté de communes, nous on n'est pas associés aux projets qui sont des projets communaux ou des projets privés. On a ouï dire, oui, sur la ville de Bitche qu'il y aurait un projet privé et il y a l'espace santé à Schormbach, mais il n'y a pas de médecin. Après, par rapport à ce que vous évoquiez, qui est la formation, qui est l'accueil d'internes sur le secteur, donc on s'est retourné vers la faculté de médecine de Strasbourg, donc où on avait discuté parce que nos étudiants sont surtout sur Strasbourg, nous dépendons du rectorat de Nancy et qu'il faut à tout prix que nous soyons inscrits dans la région et que tous les étudiants en médecine puissent faire leur stage, qui viennent de Reims, de Nancy ou de Strasbourg sur le secteur, parce qu'effectivement sont essentiellement intéressés les gens de notre région et souvent ils vont juste à la porte à côté qui est Diemringen ou Eurmingen qui est à 15-20 minutes, mais parce que c'est l'Alsace et qu'ils dépendent du rectorat de l'Alsace, ils peuvent aller là-bas en formation. Donc nous sommes en attente de réponse au niveau de l'ARS qui doit encore donner son aval. Les doyens de la faculté de médecine étant quand même en accord avec cette démarche-là. Très bien. Alors on rappelle aussi que la construction de maisons de santé peut bénéficier d'aide tout au long du projet, même les premières étapes d'études de terrain. D'ailleurs l'ARS en 2018 avait découpé notre arrondissement et même le reste de la France en zones d'activités prioritaires et complémentaires. Mais est-ce que ça suffit finalement, Anne Becker, je me tourne vers vous, est-ce que ça suffit d'avoir ces aides-là pour une installation de médecins ? Alors les aides, le souci c'est qu'on sait quand on les a, mais on ne sait pas pour combien de temps parfois. Donc je pense qu'effectivement, ça peut peut-être donner un coup de pouce au départ, mais ça peut aussi faire peur, parce que certains se posent la question de on va me donner une aide pendant 1 an, 2 ans. Il y a déjà certains projets qui existent pour les nouveaux médecins en fait, où ils aident pendant 2 ans. Il y a des incitations financières. Si vous n'arrivez pas à avoir le nombre d'actes requis, l'ARS complète le salaire de ce médecin. Mais à chaque fois, c'est pas pérenne. Donc en début d'installation, c'est compliqué. Ouais, ça peut être compliqué. Je me tourne vers vous maintenant, Jérôme Boutet. Sur la région, est-ce qu'il existe des partenariats entre la plateforme Pulsi, donc qui déploie la télémédecine, et des maisons de santé ? Et est-ce que c'est envisageable si ce n'est pas le cas ? Alors, des partenariats directs, non, mais Pulsi accompagne les différents projets. Et il y a un projet qui a été justement initié, un grand projet avec la région Grand Est, la préfecture de région au titre de l'État, l'agence régionale de santé et l'assurance maladie, pour justement accompagner sur toute la région les projets de e-santé avec déjà de l'accompagnement projet, parce que mettre en place des projets, en particulier des projets de télémédecine, puisque c'est dans ce domaine-là, et puis des financements également, de l'équipement, de l'accompagnement à la mise en place et justement tout ce travail sur ce maillage, parce que la difficulté, c'est bien ça, c'est de faire travailler finalement des professionnels de santé les uns avec les autres, et la télémédecine est aussi là pour pouvoir, on va dire, réduire les distances et permettre à des médecins dans une maison de santé de pouvoir avoir accès à des spécialistes qui se trouvent en centre hospitalier, alors le centre hospitalier évidemment de référence, parce que l'objectif c'est quand même de rester dans un secteur, la télémédecine, c'est pas pour faire de la télémédecine avec l'autre bout du monde. C'est vraiment pour rester dans le secteur habituel du patient, mais d'éviter effectivement les déplacements, de pouvoir avoir accès plus rapidement à des spécialités. On avait évoqué tout à l'heure la dermatologie. Voilà, ça peut être des choses à mettre en place et d'éviter de déplacer aussi des patients, en particulier les patients âgés. Télémédecine, c'est un mot qui fait peur pour certains. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce concept-là, déjà parce que ça éloigne du contact humain ou de la proximité que nos anciens ont pu connaître avec le même médecin tout au long de sa vie. Qu'est-ce qu'on entend par télémédecine chez nous ? Comment vous pourriez vulgariser ? Alors,
La télémédecine, c'est vrai que c'est un mot assez vaste parce que ce à quoi on pense tout de suite, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation, c'est le fait d'avoir en visio, en direct en fait, un rendez-vous avec votre médecin. Et aujourd'hui, finalement, il y a des spécialités, il y a des consultations qui peuvent se faire totalement en visio sans avoir besoin d'examen clinique. Alors évidemment pas tout, mais il y a beaucoup de téléconsultations, par exemple en psychiatrie, ça s'est beaucoup développé lors de la crise Covid. Et puis il y a des téléconsultations de suivi finalement avec un spécialiste où on va, je parle bien juste de suivi, on va finalement refaire le point sur ce qui s'est passé depuis la consultation précédente avec le médecin et on peut envisager que par exemple une consultation sur 2 se fasse en téléconsultation, ce qui peut éviter d'avoir à déplacer les patients. Puis après on a la téléexpertise, c'est le fait qu'un médecin pose une question à un confrère, donc par exemple à un cardiologue pour avoir un avis sur un électrocardiogramme et puis d'avoir une réponse un petit peu en décalé. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là et puis voilà, dans la région on a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. On a un travail avec l'hôpital de Sarreguemines sur la partie téléradiologie, ce qui permet, par exemple, à des radiologues ou des urgentistes justement de l'hôpital de Sarreguemines d'avoir un avis de neurochirurgie, de neuroradiologue de Nancy ou de Strasbourg. Ce qui permet moins de latence quand on a besoin d'un diagnostic, voilà. Par exemple, sur une radio. Très bien. Alors justement, sur notre secteur, il y en a qui se sont dotés de télémédecine. Après le départ du médecin de Rémeulfin en mars 2021, la patientèle ne savait pas vers qui se tourner. Finalement, c'est la pharmacie du village qui a proposé une solution, louer une borne de téléconsultation afin de désengorger les hôpitaux, notamment des cas non urgents, et de pallier forcément le manque des médecins généralistes. Mais cette borne est-elle vraiment utile et utilisée? Regardez. J'ai fait une consultation lundi dernier et j'ai des résultats d'analyse que j'aurais souhaité voir avec vous. Séverine vient de s'installer dans la région et habite depuis peu à Rémeulfin. Si aujourd'hui elle utilise la téléconsultation par le biais de cette borne Medadom, c'est parce qu'elle n'a toujours pas trouvé de médecin traitant. Les 3/4 des cabinets vous répondent qu'on ne prend pas de nouveaux patients. Et quand on a une demande urgente, comme là c'était le cas, on ne peut pas rester sans solution. Cette borne est utilisée quasiment tous les jours depuis son installation en juin 2021. Et ce, à l'initiative de la pharmacie de la commune. C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas tout à fait pour, mais bon, après, il n'y a pas tellement d'autres solutions finalement. Et au bout du compte, on est très content. La borne est louée et financée la première année à presque 100% par la sécurité sociale. De son côté, la pharmacie ne touche qu'1 € par rendez-vous. C'est pas un but lucratif, on fait vraiment ça pour, essentiellement au départ, c'est pour rendre service aux personnes qui n'ont plus de médecin ou dont le médecin traitant n'est pas joignable, n'est pas disponible, parce qu'on est un samedi matin, parce qu'on est un vendredi soir, parce que le médecin est en congé qui n'est pas remplacé. Principal atout, les délais d'attente raccourcis. Une fois la carte vitale insérée, le patient est connecté en 10 minutes ou moins avec un médecin situé n'importe où en France. C'est vrai que là, dans le cas d'une téléconsultation, vous allez joindre un médecin généraliste, mais ce n'est pas forcément le même si vous devez revenir. Très bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc oui, ça rassure quand même s'il faut attendre de nouveau des résultats, mais au moins on a un professionnel qui répond en 10 minutes. À l'issue, le généraliste transmet un compte-rendu médical et une ordonnance imprimée ensuite en pharmacie. Facile pour des patients jeunes, un peu moins pour les plus âgés. Alors les pharmaciens sont là en renfort pour expliquer, montrer et rassurer. Pour démocratiser la télémédecine, l'assurance maladie prend en charge la téléconsultation depuis septembre 2018. Jérôme Boutet, vous vouliez réagir au reportage qu'on vient de voir ? Oui, on voit qu'il y a eu, depuis 2018, depuis justement ce remboursement, beaucoup d'initiatives de développement, que ce soit effectivement dans les cabinets médicaux, mais également dans les pharmacies. Et donc ça peut apporter quelque chose d'important pour les patients, parce qu'il y a une vraie présence. Par contre, le risque derrière, et je pense que c'est ça aussi qui peut faire peur dans le cadre de la télémédecine, c'est qu'on a envie d'avoir un médecin de proximité. Ça, c'est extrêmement important, et dans tous les projets qui sont menés, et l'ordre des médecins est très, très vigilant par rapport à ça, en travaillant également avec les unions régionales des praticiens, de faire en sorte que la prise en charge en télémédecine, ça ne soit pas une sous-médecine. Ça se fasse dans les règles déontologiques et ça se fasse dans le cadre du parcours de soins du patient. C'est-à-dire que le médecin, il faut qu'il puisse suivre son patient, il faut que ce soit un médecin du territoire. Alors, territoire, évidemment, on peut l'étendre, mais pas un médecin de l'autre bout du monde, parce que là, on n'a pas une médecine de qualité. Et derrière, de toute façon,
les règles de remboursement de l'assurance maladie, elles sont très claires là-dessus. Il faut qu'on reste dans le cadre du parcours de soins. Ça, c'est sécurisant à la fois pour le professionnel de santé, pour le patient, pour la collectivité. Et donc, voilà, ces cabines, elles peuvent avoir un intérêt, on va dire, immédiat, mais si on veut que ce soit pérenne et puis surtout sécurisant, il faut vraiment qu'on l'inscrive dans un projet de territoire. Anne Becker, vous disiez aussi en off l'aspect déontologique et confidentialité. Oui, ces cabines de télémédecine sont installées parfois dans les supermarchés, sans aucune confidentialité, sans avoir de zone, on va dire, où le secret peut vraiment être activé. Donc, je trouve que autant je peux être vraiment, mais je suis à 100% pour la télémédecine, parce que moi je pratique la téléconsultation depuis 2017. Je suis un des médecins de Moselle qui était précurseur dans le domaine de la téléconsultation. Mais quand on fait une téléconsultation, comme disait mon collègue là, avec le médecin qu'on connaît, avec son médecin ou avec son médecin référent, même si c'est par l'intermédiaire d'une télécabine, mais que ça soit toujours le même médecin. Par contre, si ça commence à devenir une médecine de consommation, où chaque fois que j'ai besoin d'avoir un arrêt de travail, ou je veux renouveler ma pilule contraceptive, je vais aller au supermarché, m'installer devant une cabine et parler à un médecin que j'ai jamais vu et qui m'avait jamais vu avant, là, je trouve qu'effectivement, on tombe dans du soin qui perd vraiment son intérêt et sa qualité. En tout cas, on voit bien que les avis sont aussi tranchés sur la télémédecine. Ça ne semble pas convenir à toutes les situations non plus, et vous l'aviez bien nuancé tout à l'heure, Monsieur Boutet. La chef des urgences de l'hôpital Robert Pax nous donne d'ailleurs son point de vue. Alors tout d'abord, la télémédecine, ça représente quand même une solution qui reste une solution qui est absolument dégradée. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que, quelle que soit la pratique qu'on puisse avoir de la médecine, un patient qu'on ne peut pas toucher, on ne va pas pouvoir sentir un problème abdominal, on va pouvoir palper un ventre par exemple. Une auscultation, clairement, ça doit se faire en positionnant soi-même son stéthoscope, donc en étant en présence de la personne. Et puis il y a d'autres éléments de l'ordre de la communication, notamment chez les personnes plus âgées qui sont moins réactifs, pour qui il faut bien entendu avoir une écoute, un temps d'attente et essayer de capter tous les sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, essayer de se mettre vraiment dans leur espace proche pour pouvoir les faire parler et savoir un petit peu quelles sont leurs problématiques et comment les aider. Donc on conçoit bien que déjà, en général, en médecine, c'est quelque chose qui n'est pas approprié et qui ne peut être qu'une solution dégradée, comme c'était pendant le Covid, où on peut très bien comprendre qu'effectivement, au début de la pandémie, ça a été un recours pour éviter qu'il y ait trop de renoncement aux soins. Mais en fait, ça reste une solution extrêmement dégradée et a fortiori aux urgences, c'est complètement inenvisageable et absolument dangereux. Alors, je vais vous laisser réagir après ces propos. Est-ce que ce sont des choses que vous comprenez, notamment Monsieur Boutet, vu que vous êtes le premier concerné par la télémédecine puisque vous la déployez. Est-ce que vous comprenez ce propos-là ? Alors, je peux comprendre qu'effectivement, on ait peur dans le cadre d'une situation d'urgence, qu'on ait peur que quelque chose qui ne soit pas prévu, organisé, ça soit vécu comme une situation dégradée. Par contre, il y a des réseaux de prise en charge en urgence, je pense en particulier au réseau de prise en charge de l'AVC, de l'accident vasculaire cérébral, pour lesquels il y a depuis plus de 10 ans en Grand Est des sites qui sont installés et qui vont permettre finalement à des patients en suspicion d'AVC, au lieu d'être emmenés vers des grands centres comme Nancy ou Strasbourg, et donc d'avoir cette perte de temps, de transport et perte de chance, de pouvoir être admis dans un hôpital de proximité qui va être équipé d'un équipement de télémédecine, d'une caméra qui va pouvoir faire son IRM, son scanner sur place et d'avoir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'assistance d'un neurologue expert, donc à Strasbourg, à Nancy, et qui va pouvoir assister le médecin urgentiste, pouvoir être finalement accompagnant de ce médecin urgentiste pour pouvoir faire le diagnostic et donc le traitement directement sur place des patients. Et ça, on a un grand nombre, on a plus de 4000 de prises en charge de télé-AVC dans le Grand Est. Ça fonctionne très très bien. Il y a des revues scientifiques qui ont fait des publications qui montrent vraiment une amélioration de cette prise en charge. Mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit improvisé. C'est quelque chose qui doit s'organiser, comme je le disais tout à l'heure, dans la prise en charge téléradiologie également.
Anne Becker, vous vouliez aussi réagir peut-être ? Oui, moi je suis assez d'accord, que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser la télémédecine aux urgences pour certains domaines assez précis. Après, l'interprétation de l'ECG, on en a déjà parlé tout à l'heure, ça existe déjà. Enfin, quand moi je travaillais au SMUR, c'était quelque chose qu'on avait envie de mettre en place parce que quand tu es perdu au fin fond de la campagne, au milieu de la nuit, on n'arrive pas toujours à interpréter comme il faut son électro. Ou alors, on a envie d'avoir l'avis du cardiologue expert. La télémédecine peut être une solution. Donc, effectivement, pas pour tout, mais pour certaines choses, je pense que c'est vraiment un plus. Donc il y a aussi, comme on le disait, la question de cadre. Je me tourne maintenant vers vous, Jacqueline Glad. Est-ce que ce sont ces plateformes-là que vous pensez mettre en place, puisqu'il y a un projet dans le Pays de Bitche, 86 000 € alloués à la télémédecine ? Comment ça va se déployer ? Donc en fait, au niveau de la communauté de communes, nous avons répondu à l'appel à projet qui a été mené par le département, mais où la région, va participer aussi et apporter son aide pour développer sur tout le territoire la télémédecine. Mais la manière dont nous l'avons vu, c'est vraiment en accord avec les différents établissements et les établissements médico-sociaux, donc leurs médecins référents qui pratiquent déjà, comme Madame Becker qui intervient quand même comme référente dans un EHPAD du secteur du Pays de Bitche, de travailler avec eux. C'est-à-dire que la télémédecine, c'est un outil qui va permettre à un professionnel de santé qui est auprès d'un patient de transmettre des données dont a besoin le médecin pour poser son diagnostic ou pour donner son avis et faire des prescriptions. Mais c'est des patients que le médecin souvent connaît. Après, l'idée, c'est aussi d'avoir des référents, comme M. Boutet parlait pour les AVC. On avait en tête des référents par rapport à la cardiologie pour éviter aux patients de se déplacer pour chaque consultation sur Strasbourg ou sur Haguenau ou sur Metz. Donc l'idée, c'est de partir des EHPAD vers les médecins. On travaillera avec l'hôpital de Sarreguemines et l'hôpital de proximité de Bitche et l'ensemble des établissements médico-sociaux du secteur. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Et ensuite, on déploiera avec tous les professionnels libéraux qui veulent bien participer parce que c'est toujours en accord avec ces personnes qui ont envie de déployer ces systèmes en sachant que ça reste un outil et pas du tout autre chose que l'outil. C'est pas une fin en soi, alors. Voilà. C'est peut-être aussi ce qu'on peut retenir des propos de la chef des urgences, c'est que il faut que ça soit dans certaines situations, qui est le cadre, mais surtout qu'on ne perde pas le contact humain. Je pense que c'est ce qui est ce qui est mis le plus en avant, en tout cas, notamment par les anciennes générations. Nos seniors, ils ne sont pas forcément adeptes des cabines télémédecine, par exemple. Donc est-ce qu'on comprend aussi ce propos-là, de se dire c'est peut-être pas pour tous les publics ? Alors, oui, effectivement, on peut le comprendre, mais on a aussi des expériences qui montrent que finalement, le lien avec le médecin, il n'est pas forcément perdu. C'est-à-dire qu'un patient qui se trouve en EHPAD, par exemple, et qui doit être déplacé dans un centre hospitalier pour aller voir un gériatre, il ne va plus être dans son environnement. Finalement, il va être aussi il peut être perturbé et finalement avoir des difficultés pour pouvoir avoir sa consultation. Et nous, ce qu'on a constaté dans les consultations, par exemple, de gériatrie avec des établissements médico-sociaux, c'est que finalement, le fait que le patient soit dans sa chambre avec un équipement très simple, mobile, ça peut être une tablette, ça peut être des choses très simples, accompagné d'une infirmière qui connaît. Et à distance, le gériatre, et ben finalement, il y a un dialogue qui se fait à trois. Le patient, il est sécurisé parce qu'il est dans son environnement et il peut échanger comme ça. Et même à domicile, il y a aussi pas mal de travaux qui sont faits avec le médecin généraliste qui est depuis son cabinet, une équipe d'infirmières mobiles qui va se rendre sur place, qui va prendre les constantes, qui va changer un pansement, par exemple, et qui va faire la téléconsultation. Moi, j'ai en souvenir un médecin qui avait dit il y avait le patient qui attendait finalement de voir le médecin à la télé. Et donc finalement, on se fait aussi peut-être beaucoup de craintes par rapport à ça, mais encore une fois, je pense qu'il faut accompagner un certain nombre de types de patients, en particulier des patients pas à l'aise avec l'outil informatique. Qu'on soit en accord ou pas avec cet outil, en tout cas, les technologies avancent vraiment, vraiment beaucoup. Avec par exemple le logiciel Caduci, vous allez voir les images dans quelques instants. Ça a été développé par la start-up eVirtual à Metz. Alors il s'agit en fait de mesurer à distance et avec un selfie vidéo les paramètres vitaux d'un patient. Alors ça a l'air comme ça sorti d'un film de science-fiction, mais ça fonctionne. Mouvement du sang dans les capillaires de la peau, fréquence cardiaque et respiratoire. C'est une sacrée révolution qui a pour objectif d'améliorer les consultations en télémédecine. Qu'est-ce que vous en pensez de cet outil-là, de ce dispositif ? Peut-être Anne Becker ? Alors celui-ci, je ne le connais pas.
Mais les outils connectés sont déjà utilisés. Hein, d'ailleurs, ça fait partie de la ROSP. Hein, on est obligé d'avoir des outils connectés si on utilise la téléconsultation. Donc, à voir. Je vais découvrir ça, mais pourquoi pas. Ok. Monsieur Boutet ? Pardon. On est dans le cadre effectivement de la télésurveillance, c'est-à-dire qu'effectivement c'est le fait que des dispositifs connectés, mais comme on peut en avoir par exemple pour les diabétiques, puissent remonter un certain nombre de constantes et à un moment donné, si on dépasse des seuils qui ont été fixés par le médecin, pouvoir avoir une alerte. Donc finalement on est aussi dans le cadre de la prévention, ça c'est aussi extrêmement important pour pouvoir suivre justement les différents patients. On a tous des montres connectées, des choses comme ça et donc on voit aussi petit à petit cette amélioration des dispositifs du quotidien qu'on utilise finalement aujourd'hui tous en dehors du monde médical et qui vont finir par être vraiment un appui et une aide et surtout un gain de temps finalement pour les professionnels de santé. Madame Glad, vous vouliez parler ? Oui, donc nous on avait été visiter à Mulhouse un établissement qui procède à ce type de télésurveillance et qui ainsi avait pu faire établir que le nombre de réhospitalisations qu'on pouvait éviter dans ce cadre-là et qui convenait très bien et où les gens adhéraient vraiment de façon importante, c'était au niveau de la cardiologie et les surveillances étaient uniquement les prises de poids par rapport ou les suivis de régime, les dosages sanguins où le médecin avait ces informations et pouvait réajuster très rapidement et être très 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 réactif et donc il y avait un gain et pour le médecin et en termes d'hospitalisation puisqu'on garde des nombres de lits vides, enfin vides ou disponibles pour d'autres et en même temps pour le patient qui s'évite ainsi des hospitalisations à répétition. En tout cas, qu'on soit d'accord ou pas avec le concept de télémédecine, je pense que le plus important, ça reste de communiquer autour, mais il faut aussi des moyens humains. Parce que dans tous les cas, si on n'a personne pour être derrière pour le patient, ça ne sert pas à grand-chose. Alors l'une des solutions, c'est peut-être de mieux communiquer aussi sur les zones en pénurie, parce que les structures de formation sont parfois éloignées, notamment chez nous, puisque les structures de formation sont par exemple à Strasbourg et Nancy. Alors qui de mieux que les médecins eux-mêmes pour parler de leur métier, de leur expérience, et quoi de mieux qu'une vidéo pour communiquer ? Regardez. C'est en bord de Sarre à Sarreguemines que Marina, jeune médecin, a rendez-vous avec le service communication de la ville. Il faudra à peine quelques secondes pour s'équiper avant de prendre la parole face caméra. Un peu de stress se fait sentir. Donc je me présente, Claire Marina, j'ai 29 ans, je suis jeune médecin généraliste. Je compte m'installer sur Sarreguemines en 2023 car Sarreguemines c'est ma ville de cœur, c'est ma ville natale. Avec plusieurs autres confrères et consoeurs, elle s'est prêtée au jeu de la vidéo promotionnelle. Un énième moyen mis en œuvre par ses professionnels et la ville pour attirer de jeunes médecins généralistes sur le territoire. Ça m'attriste énormément de voir que ma ville est en manque de médecins et de voir tous les jours des Sarregueminois me demander quand est-ce que je m'installe parce que leur médecin est parti en retraite et qu'ils sont malades et qu'il n'y a pas de continuité de soins. Et ça m'attriste énormément. Pour le moment, elle ne fait que des remplacements. Le projet principal, c'est une installation pour 2023 à l'ancien hôpital du Parc. Où il y a un projet de rénovation pour des médecins, des paramédicaux. D'autres médecins devraient s'implanter dans les prochains temps, dont une consoeur allemande. Mais que fait la patientèle pendant ce temps ? Car les médecins encore actifs croulent sous la demande, tandis que les départs à la retraite s'accumulent. Comme ici, où il est difficile d'imaginer 38 ans de carrière entre ces murs. Lorsque j'annonçais à mes patients que j'allais m'arrêter et que je n'aurais pas de successeur, évidemment ça a été désespérant pour eux et évidemment ça a rejailli sur moi qui ai aussi vécu assez mal le fait que je sois obligée de fermer ma porte. L'exercice médical à Sarreguemines est très agréable parce que la patientèle est très diversifiée. Tour à tour, ces professionnels évoquent leurs expériences, les attraits de la ville, les différents équipements présents sur le territoire, notamment ceux liés à la santé. Le tout en mettant en avant la qualité de vie au cœur de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, forte de 68 000 habitants. Marc Zingraf, vous avez participé à cette vidéo. Finalement, elle a quelle vocation et elle sera diffusée où ?
Alors d'abord, comme vous l'avez dit, c'est un outil parmi d'autres qu'on essaie de mettre en œuvre pour attirer du monde. Alors elle sera diffusée bien sûr sur tous les canaux qui peuvent concerner les jeunes médecins. On en a vu une qui a fait ses débuts de comédienne également. Voilà, on compte beaucoup sur le bouche à oreille à partir de là et on a pu voir que c'était un excellent vecteur d'attention déjà, qu'on a diffusé également dans l'approche Allemagne, puisque ça a été labellisé aussi dans le cadre de notre Eurodistrict par le groupe de santé, par la MGN également. Donc on a vu que finalement passer à l'image, ça permettait de faire passer des messages dans une grande forme de simplicité et de proximité qui est évoquée d'ailleurs par l'un ou par l'autre. Cette proximité du territoire, on a voulu la mettre en image. Et vous autres, alors vous pensez quoi de cette initiative ? C'est une très bonne initiative, hein. De nombreuses communes qui font la même chose, hein. Et ça peut montrer effectivement l'attractivité de la ville de Sarreguemines, hein, aux gens qui ne la connaissent pas. Donc je pense qu'il faut vraiment utiliser tous les moyens pour essayer de montrer les valeurs d'un territoire, hein. Voilà. C'est un des axes que nous avons aussi abordé au niveau de notre Comcom dans le cadre du CLS. Donc c'est des choses qui seront déclinées peut-être un peu plus tard, une fois qu'il sera validé, mais c'est des choses qu'on aborde effectivement. Monsieur Boutet, vous avez quelque chose à rajouter ou c'est pas votre domaine? Non, mais je trouve, de toute façon, effectivement, c'est faire connaître les territoires, faire connaître les endroits où il y a des besoins et finalement, voilà, réorganiser les soins à l'échelle d'un territoire. Donc je trouve que de toute façon, toutes les initiatives sont bonnes pour décloisonner. Oui, simplement, effectivement, ce n'est pas la solution, c'est une solution. On a pu constater, quand on a recherché un petit peu, à l'invitation d'un groupe de médecins, les jeunes qui pouvaient intervenir, on a vu qu'on avait quand même encore la chance sur notre territoire d'avoir des jeunes qui étaient volontaires et qui revenaient sur le territoire. Et ça, je pense que ça doit tous nous rendre optimistes, parce que finalement, on se rend compte que les jeunes qui connaissent le territoire savent la potentialité du territoire, professionnellement et humainement, et reviennent. Celle qu'on a vue à l'écran n'est pas un cas unique, il y en a un certain nombre à Sarreguemines qui s'annoncent ou qui sont déjà installés. Et si effectivement la situation était si impossible ou invivable, ça se saurait. Je pense que là, de ce point de vue-là, c'est tout à fait vérifiable. Par contre, l'objectif des images, c'est de montrer qu'à Sarreguemines, par exemple, déjà, il n'y a pas de mine, contrairement à ce que certains s'imaginent au loin. Et c'est des évidences quelquefois. Mais nous plaidons à travers des images comme ça pour un territoire plus humain, où nous tous, les collectivités, nous sommes impliqués au quotidien dans ces questions-là. Tout à l'heure, on se posait la question, qu'est-ce qui se passe quand un patient, finalement, va chez un médecin et n'est pas reçu, il dit, je ne peux plus prendre personne, j'ai trop de monde. Qu'est-ce qui se passe? Une fois sur deux, la personne appelle en mairie. Elle dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Comment on fait? On nous a même appelé aussi au standard de Mosaïque Cristal. C'est une petite anecdote, on nous a même demandé si on ne connaissait pas des médecins encore. Voilà. Donc c'est dire. Voilà, donc on essaie de porter la parole plus loin, on fait au quotidien l'intermédiaire sans arrêt, puis on cherche d'autres solutions. On a vu la question de l'Allemagne, la proximité de l'Allemagne. Je pense à ce jour qu'on ne l'utilise pas toujours assez. Il y a quelquefois des possibilités qui existent ici ou là. Par exemple, notre territoire est à proximité de la clinique de Sulzbach en matière d'ophtalmologie, qui est un véritable vivier de praticiens dans certains cas de figure en termes de proximité ou d'urgence, de spécialités extrêmement pointues aussi. Ça mérite d'être connu, à voir comment on peut, sur le plan transfrontalier, notamment à travers un Eurodistrict, dont nos collectivités ici font partie, actionner un autre levier encore. C'est là qu'il faut qu'on travaille avec l'ARS, avec d'autres instances, pour qu'on puisse rendre concrètes des opérations qui sont dans l'intérêt du patient. Ce qu'on oublie quelquefois. La frontière, finalement, c'est au second plan. À cette question de frontière, on va y revenir, puisque je vous propose, pour conclure cette émission, de parler des solutions qui sont peut-être aussi faites ailleurs, qui sont mises en place ailleurs. Donc faut-il, par exemple, comme en Allemagne, imposer des lieux d'installation pour les nouveaux médecins par rapport à des densités et des pourcentages? C'est comme ça qu'ils font ça. Est-ce qu'il faudrait imposer? La parole est ouverte. Là, c'est un vaste sujet, mais effectivement, c'est ce qu'on entend de tous bords politiques en ce moment, c'est cette obligation à l'installation. Et je peux vous dire que c'est parmi les médecins la proposition qui est la plus conspuée, la plus détestée et qui ne résoudra en aucun cas aucun problème. Pourquoi justement? Pourquoi est-ce qu'elle est décriée à ce point-là?
parce que, en tout cas pour ce qui s'appelle la médecine libérale, le fait déjà qu'on puisse vouloir vous obliger à quelque chose, c'est l'inverse de ce que vous avez envie de faire. Donc là déjà, on ne peut pas dire je vais être médecin libéral et on va m'obliger à m'installer quelque part, même si c'est pour 1 ou 2 ans. Ensuite, quand j'essaye d'expliquer aux gens, je dis, dans le temps, il existait les mariages forcés, parce qu'on nous dit, en fait, oui, on va forcer un médecin à s'installer dans une zone déficitaire pendant 1 ou 2 ans, il va la trouver sympathique et il va y rester. Mais est-ce que dans le temps, les gens qui étaient forcés à un mariage tombaient amoureux de leur conjoint ? Peut-être pas systématiquement. Pas forcément. Alors, je pense, le en fait tout de cas, forcer, ça irait à l'encontre de toute façon de tout ça. Ça va à l'encontre de l'envie des futurs médecins. Ils en ont très très peur et je pense que ça va vraiment créer l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens vont fuir. Ils vont finir par essayer de trouver des portes de sortie à ces choses-là et ça n'aboutira pas à ce qu'on pense. En tout cas, si je vous répétais les discussions qu'on a entre nous, que ça soit entre les internes qui sont encore en formation ou les gens qui sont déjà installés ou les remplaçants qui ne sont pas encore installés, tout le monde, on va dire presque à 100%, est unanime pour dire que ce n'est absolument pas la bonne solution. Alors, autre solution peut-être à mettre en avant, un médecin ambulant, alors un peu comme un boulanger qui passerait de commune en commune. En Allemagne, ça a déjà été mis en place, apparemment en France aussi. Ces bus, si je peux appeler ça comme ça, ne chôment pas, il y a vraiment un cabinet médical à l'intérieur. Est-ce que ça, sur notre territoire, ça pourrait être une solution envisagée ? Marc Zingraf peut-être ? Écoutez, pourquoi pas ? Je crois qu'il ne faut rien négliger. Des systèmes de remplacement, de mobilité existent déjà, notamment dans le tissu, en ce qui concerne le tissu hospitalier. On a des expériences en termes de mobilité. Maintenant, moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de pistes à exploiter. Comme ça a été dit tout à l'heure, obliger et le faire ressentir comme une obligation n'est certainement pas une solution. On a l'expérience, par exemple, de l'éducation nationale qu'on évoquait tout à l'heure, où ce sont des fonctionnaires dont il est question, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on voit que l'obligation en tant que telle est souvent mal ressentie également. Même si ce qu'on constate du côté de l'éducation nationale, qui a quand même une très longue expérience en la matière, ce qui était une obligation pour certains au départ, devient quelquefois un choix avec le temps. Pour reprendre l'image du mariage dont on parlait avant, qui est une très bonne image, c'est-à-dire qu'il y a des étapes un petit peu dans l'histoire et dans le relationnel qu'on peut avoir par rapport à la situation. Quelquefois ça se passe bien, quelquefois ça se passe moins bien. Moi, je retiens surtout qu'il faut travailler en ce sens pour peut-être donner à connaître. On a tous défendu les territoires. Je pense que quelquefois, il faut peut-être bien expliquer ce que c'est que le territoire, comment on peut s'y retrouver, comment on peut fonctionner sur un territoire. Il nous appartient aussi à nous de donner bonne image du territoire, et pas juste en mots, en paroles, mais qu'on soit aussi à disposition des gens. On disait tout à l'heure, moi je fais l'effort maintenant, et ce n'est pas... C'est quelque chose dont on a vu l'importance et qu'on a ressenti comme importance, c'est d'aller vers les internes qui arrivent dans les hôpitaux, par exemple, qui arrivent quelque part. On ne s'est jamais par le passé vraiment posé la question, mais il faut les accueillir, il faut leur montrer le territoire. Le médecin, il faut le guider dans sa vie, quelquefois en dehors de ses moments de travail. On a un tissu associatif, des loisirs. Je vous coupe, mais surtout que pour en avoir rencontré déjà certains à l'occasion de reportages, il y a des médecins généralistes qui, même en n'étant pas encore diplômés, ont déjà une vie de famille, implantés dans un endroit, etc. Donc c'est aussi compliqué de les délocaliser à ce moment-là. Par exemple, sur le territoire, Sarreguemines, par exemple, proposait du bilinguisme, que les enfants soient bien accueillis dans les écoles pour que ce soit une plus-value en termes d'installation. Encore une fois, jouer de la frontière, parce que voilà, on a une proximité avec une métropole, une capitale de Landes qui est toute proche, ce qu'on n'imagine pas forcément au loin. Donc c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de plus-values également en termes touristiques, dans le Pays de Beach, côté culture, côté nature. Enfin, voilà, il faut qu'on soit de bons ambassadeurs de nos territoires. Il faut le faire
un moment où la réflexion pour le futur médecin est encore possible, parce qu'une fois qu'on est dans un certain schéma, évidemment, on ressent les choses comme une contrainte après. Obligé, de ce point de vue-là, n'est certainement pas une solution. Mais je pense qu'on a, avant l'obligation, encore beaucoup de possibilités. Je pense aussi notamment à réfléchir à la relation entre les CHU, dont on parlait avant, et les établissements hospitaliers, puisque pendant la formation, il y a aussi des relations, il y a aussi des mouvements de personnel, des aides, des dépannages, on parlait de mobilité quelquefois. On peut imaginer un certain nombre de concepts qui puissent arranger tout le monde sur un territoire. Mais après, à voir si c'est sur du court, moyen ou long terme aussi. Tout à fait. Juste pour revenir sur le médecin ambulant, Madame Glad, est-ce que ça serait envisageable, par exemple, dans le pays de Beach ? En fait, il y a un manque de médecins, donc je pense que les médecins qui sont déjà sur le territoire du pays de Beach n'ont déjà pas le temps de faire les visites comme il le faudrait en termes de temps, et donc je pense qu'ils n'ont aucun loisir d'aller dans un bus et de faire des visites dans un bus, mais sinon oui, s'il y avait quelqu'un qui s'emparerait de l'idée, je pense que ça pourrait être jouable, oui, tout à fait. Ça pourrait fonctionner. Alors, autre proposition, comme le Canada le fait aussi, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tenir une liste à jour des régions en pénurie ou même plus précis des plus petites localités et combler ce manque avec des professionnels étrangers. On l'a vu, l'Allemagne dans le petit reportage. Est-ce que c'est une solution pour vous ? C'est déjà ce qui existe. Ça fait des années en fait que nos services... on va dire, à l'hôpital, tournent avec des médecins d'origine étrangère. Heureusement qu'ils sont là. Donc c'est pas nouveauté, c'est pas le Canada qui l'a inventé. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais chez nous, ça se pratique. Moi, quand j'ai fait mes études, c'était déjà comme ça. Mais là, je pense que s'il n'y avait pas les médecins étrangers en France, notre système de santé serait effondré complètement. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Boutet ? Moi, c'était plus sur cette histoire de mobilité, puisqu'il y a déjà des expériences, enfin plus que des expériences, mais c'est plus sur de la spécialité. Par exemple, sur la rétinopathie, il y a des camions qui se déplacent et qui vont faire de la rétinopathie diabétique, qui vont faire des examens d'ophtalmologie, et qui permettent, des dépistages, etc., et qui permettent justement d'avoir ces accès. Juste pour compléter ce qu'il a dit tout à l'heure, je pense que ce qui est important, et la vidéo que vous avez fait pour Sarreguemines, c'est de réussir en fait à briser finalement le cercle de la désertification d'une manière générale. Parce que finalement, plus de médecins à un endroit, la ville va être moins attractive, on va perdre les commerces, donc on va perdre les gens, etc. etc. Et finalement, c'est briser ce cercle et repasser dans un cercle vertueux de pouvoir inciter justement des médecins à s'installer et leurs familles, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, on est aussi dans un changement de génération, vous l'avez évoqué, les médecins sont vieillissants, on n'a plus finalement cette image des médecins, du médecin de village tel qu'on pouvait avoir, et effectivement, je pense que les médecins aspirent aussi à avoir un certain cadre de vie, de ne plus faire autant d'heures que leurs aînés. Ça a changé, ouais. Et du coup, de se retrouver dans un environnement finalement dans lequel il y a des transports en commun, vous l'avez dit au début, le fait d'avoir des transports en commun qui vont faciliter de pouvoir se déplacer vers la grande agglomération, la grande ville d'à côté. Tout ça, je pense que c'est, et Monsieur le maire, je pense, le confirmera, cette attractivité, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à avoir des médecins. Et la télémédecine, c'est aussi finalement une attractivité. Je le disais tout à l'heure. Une des craintes qu'il peut y avoir des médecins, c'est de se dire, moi je vais me retrouver tout seul, je veux bien m'installer là parce que c'est ma ville d'enfance, mais moi si j'ai un problème, si j'ai besoin d'aide, comment je fais? Je me retrouve tout seul et je ne veux pas avoir cette responsabilité-là sur les épaules. Et donc du coup de réduire les distances par des organisations, par les outils numériques qui, encore une fois, c'est des outils, on l'a répété je pense à plusieurs reprises, c'est très important des outils, mais on les utilise encore une fois dans notre quotidien. Les utiliser dans le cadre des organisations médicales pour qu'un médecin se sente sécurisé par rapport à des médecins de spécialité, par rapport à des centres hospitaliers. Voilà, je pense que c'est aussi, et c'est des choses par contre qui mettent du temps à pouvoir se mettre en place, et derrière, un médecin qui va s'installer, du coup c'est aussi les personnes qui vont pouvoir s'installer, qui vont redynamiser des villes, des commerces de proximité. En plus, c'est vrai que là, la situation fait que la question va se poser aussi d'habiter dans un petit village et puis d'avoir beaucoup de routes à faire, et donc de se dire finalement, peut-être qu'une des solutions, c'est aussi de redynamiser toutes les villes de taille moyenne pour justement, voilà, c'est une émulation, je pense, qui est saine.
Alors on évoquait la frontière aussi, il y a le projet Gecko dont on avait parlé déjà à plusieurs reprises sur notre chaîne pour rendre l'accès aux soins plus facile des deux côtés de la frontière, enfin, en tout cas mutualiser et permettre qu'il y ait des partenariats entre les hôpitaux, qu'il y ait des partenariats entre les caisses d'assurance maladie, etc. puisqu'on a quand même deux systèmes un peu différents. Pour le moment, ce n'est pas encore concret sur notre territoire. Alors il y a quand même la convention Mozart qui fixe certaines coopérations, déjà, dans certains domaines, comme la cardiologie. Donc ce que je constate quand même, c'est sur les 2-3 dernières années, et notamment les derniers 6 mois, on est de plus en plus dans le concret, de plus en plus dans le relationnel avec les équipes, en direction de propositions qui ne vont pas manquer d'arriver. Moi j'y crois, je crois que c'est extrêmement important. On en arrive à ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que la médecine dépasse un peu la question des nationalités, et on est fort content d'avoir un petit peu une communauté médicale qui s'étend un petit peu par-dessus les frontières, ne serait-ce que sur le plan linguistique, puisque les médecins d'origine étrangère dont on parlait tout à l'heure ont souvent une compétence linguistique qui permet de communiquer lorsqu'un Français et un Allemand n'arrivent pas toujours à le faire directement. Et les partenaires des différents projets, finalement, s'y retrouvent. Donc moi, je crois qu'on n'a pas vraiment encore tout exploité. Il y a actuellement un comité qui s'est mis en place, dont je fais partie au niveau de l'Eurodistrict, qui travaille sur des pistes très précises, c'est-à-dire comment avec les entités qui ont dans la compétence, on peut proposer des opérations pilotes, de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités de coopération entre les établissements hospitaliers, mais aussi en termes de médecine sur le territoire, dans les villes. Donc je pense que c'est tout à fait possible, et on l'a vu notamment à travers les médecins ophtalmologues qu'on a rencontrés en peu de temps et qui proposent un certain nombre d'installations en France, venant d'Allemagne. Donc je pense que c'est un signe qui montre qu'il y a beaucoup de choses possibles dans le domaine de l'international encore. En tout cas, beaucoup de possibilités. En plus d'une politique de santé peut-être à remanier, ce sont aussi, donc, on l'a vu, des aménagements du territoire qui doivent se faire, de la communication, un travail ensemble. On parlait des médecins généralistes tout au long de cette émission et on l'a évoqué à plusieurs reprises sur les spécialistes. Là aussi, on aurait, je pense, encore une bonne heure d'émission pour en parler. Ça sera pour un autre sujet. Si on devait retenir 2 choses, en tant que patient, ne renoncez jamais à vous faire soigner, même si le parcours est difficile. Et puis, jeunes médecins généralistes, venez chez nous. Merci à vous 4 en tout cas d'avoir répondu à nos questions et puis surtout d'avoir apporté vos éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines.